Bonjour, aujourd'hui nous recevons Michael Delafosse. Bonjour. Donc Michael Delafosse est à fond, on peut le dire comme ça? Engagé pleinement pour Montpellier. Donc mobilisé depuis 3 ans. Donc Michael, 42 ans, 2 enfants, 11 et 6 ans, prof d'histoire géo. Quelle est votre période historique préférée Est-ce que vous avez une période préférée? Histoire contemporaine et histoire politique du 19e siècle. J'ai d'ailleurs écrit un manuel scolaire chez Nathan, dans le cadre de la refonte des programmes de 4e, où je me suis attelé à écrire ces chapitres sur notamment un sujet maintenant qu'on enseigne aux élèves de 4e, sur les Français et le vote, 1815 à 1870. Et on montre le suffrage censitaire, le suffrage universel masculin, le règne de Napoléon III, le suffrage universel, et enfin la Troisième République. Donc plutôt histoire politique du 19e. D'accord, donc né à Paris. Mais de temps en temps, j'aime bien aller me plonger en histoire ancienne sur le bas Empire romain. D'accord, donc éclectique. Donc né à Paris, arrivé à Montpellier à 13 ans, donc militant à la fac, père médecin psychiatre, habité Celle-Neuve. Est passé par la Seine-Saint-Denis, prof 3 ans dans les quartiers difficiles. Voilà, conseiller municipal depuis 2008, conseiller départemental aux finances depuis 2017. Voilà, donc vous êtes celui à qui on prédit un avenir depuis longtemps. Ah, n'est-ce pas? L'avenir, on peut le prédire, mais surtout, c'est dans quelques semaines, les Montpelliérains qui vont décider, au premier tour des élections municipales, ils vont choisir un maire, et surtout, ils vont choisir un projet pour leur ville. Et donc, si on me prédit un avenir, c'est qu'on me reconnaît un peu d'expérience, de travail, de sérieux, et d'une certaine constance dans les convictions, ce qui n'est pas rien dans cette période où... Donc votre lien à Montpellier, là, qu'est-ce qui coule dans vos veines là? C'est plutôt le Verdançon ou la Mosson? Ce qui m'irrigue, c'est les rues de Montpellier, c'est beaucoup y marcher, m'y déplacer en vélo. J'ai grandi à Celle-Neuve, j'étais au collège Lascaz, Mas de Thèse. Je fais encore mes courses à Super M, les plus anciens Montpelliérains comprendront la référence. Cette ville, je l'aime viscéralement. J'en ai des souvenirs très joyeux, certains tristes. C'est une relation de passion pour Montpellier qui m'a beaucoup donné, dans laquelle je me suis beaucoup impliqué et pour laquelle j'entends aujourd'hui beaucoup proposer pour que notre ville, et surtout ceux et celles qui y vivent, eh bien, nous soyons à la hauteur des défis qui se posent à nous, ceux du siècle, et ceux pour certains du quotidien, des difficultés qu'ils rencontrent, les commerçants d'Écusson, les gens qui ont des difficultés de revenus, les problèmes d'éducation des enfants, les problèmes de sécurité. D'accord. Vous ne m'avez pas répondu, je vous ai demandé si ce qui coulait dans vos veines, c'est plutôt le Verdançon ou la Mosson. C'est comme tout le monde, du sang. Voilà, je vais vous dire... Non, parce que vous pourriez me répondre que c'est plutôt la Mosson, parce que le Verdançon, il coule pas beaucoup dans le Verdançon. Non, mais chaque cours d'eau de cette ville a cette histoire. Des fois, quand ça coule beaucoup dans le Verdançon, c'est dramatique et ça impose à notre ville d'être résiliente face au changement climatique. Et la Mosson, parlons-en d'ailleurs un peu de la Mosson. C'est vrai que pendant très longtemps, Montpellier a maîtrisé le risque des inondations le long du Lèze. C'est Montpellier vers la mer. Et une de mes convictions, un de mes engagements pour les élections municipales, c'est que maintenant la priorité, ça ne peut pas être l'extension de la ville, c'est de rééquilibrer la ville. Et à l'ouest, Celle-Neuve, Bonnier de la Mosson, la Paillade, les Hauts-de-Massanes, Alcaud, toute cette partie-là doit maintenant se sentir prioritaire parce que sinon notre ville elle va se déséquilibrer. Et la Mosson, ça peut être l'occasion de faire une magnifique coulée verte. Et dans mes propositions, le parc Bonnier de la Mosson, 16 hectares, pourrait devenir un des grands parcs de l'ouest de la ville, dans lequel tous les Montpelliérains pourraient s'y retrouver, jogger, les artistes se l'approprier, et que ce soit un autre grand poumon vert de Montpellier. Ce parc, c'est quand même le grand oublié des 50 dernières années. Eh bien, il est temps. Aujourd'hui, les choses ne peuvent pas se faire tout le temps, tout de suite.
Mais il est temps, maintenant que du côté ouest de la ville, on ait de l'ambition. Et à travers ce grand espace vert, patrimonial, folie montpelliéraine, eh bien de faire quelque chose. Et par exemple, nous y installerons la première aire de jeu inclusive pour les enfants en situation de handicap, où les enfants qui pourront jouer et jouer avec les enfants qui sont dans une difficulté. Et ça doit traduire l'esprit de fraternité, d'humanisme de la ville. Alors on a attendu 50 ans, mais dans le prochain mandat, si on peut avoir confiance, ce sera le Grand Parc de l'Ouest. Donc au niveau de ses passions, la littérature, beaucoup la littérature. Vous êtes plus littérature que bricolage. Oui, ça, assurément. Donc, littérature... Il y a de très bons artisans pour bricoler, j'ai confiance, il y a des savoir-faire, mais moi, par contre, c'est plus les livres, les bibliothèques. Un peu de vélo pour la mobilité dans Montpellier, le ski. C'est bien, on se dit. Hein. Si le vélo, la neige. Le vélo, beaucoup. Ouais, c'est une mobilité que Cette ville, elle a un potentiel pour le vélo exceptionnel. 300 jours de soleil par an. En plus, maintenant, avec le développement du vélo à assistance électrique, eh bien, les pentes du Clapas se domptent plus facilement. Et je crois que c'est une mobilité qui est très bien bonne pour la santé, qui réduit le trafic automobile et qui doit trouver toute sa place dans la ville. Quant au ski, c'est pas à Montpellier, hein, c'est dans les Alpes du Sud quand je peux, c'est-à-dire pas dans une période électorale comme en ce moment, parce qu'aujourd'hui, il faut se consacrer pleinement au dialogue avec les Montpelliérains. Qualité, fédérateur sérieux, responsable, constant. Défaut, pas manuel, overbooké et trop tendre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Trop tendre. Trop tendre. Vous n'avez pas l'impression que... Trop tendre, on m'a dit. Trop tendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut être violent ? Est-ce qu'il faut ressembler à M. Trump ? Est-ce qu'il faut ressembler à ce flot de haine qu'on voit parfois sur Twitter en 140, 240 signes, je ne sais plus. Je pense qu'on peut essayer d'avancer en respectant, même si on n'est pas d'accord, en évitant l'outrance, la violence verbale, la violence physique. On peut être ferme, et moi je suis ferme sur mes convictions, sur mes idées, sur ce qui peut être, me semble, juste. Mais moi, je m'inquiète aujourd'hui, et je le dis de manière peut-être un peu grave, de l'éruption de la violence qui semble se libérer dans notre société. Le samedi, les commerçants sont victimes de violences. Parfois, quand on n'est pas d'accord, c'est immédiatement l'outrance, la calomnie. Est-ce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes ? Moi, je crois que non. Je crois qu'on peut se respecter. Je crois que dans cette ville, même s'il y a des gens qui ne sont pas de la même sensibilité politique, il y a plus de gens de bonne volonté. Il faut toujours regarder ce qu'on peut faire de bien ensemble, plutôt que de cultiver stupidement nos différences. Aujourd'hui, les querelles intestines, les petits jeux politiciens, mais ça ne règle pas les problèmes des gens. Ça ne règle pas les problèmes des gens. Et il faut qu'on trouve un peu de hauteur. Les coups de bec, ça aide parfois au départ local, non ? Les coups de bec de la mouette. Non, mais qu'un journal satirique existe, c'est une chance. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'expression est un des biens les plus précieux de l'homme. Et donc, chaque mercredi, parfois, vous éreintez, vous jouez le rôle de contre-pouvoir, et on a besoin d'une presse dans sa diversité qui ne ménage pas les pouvoirs en place, qui juge les élus, les acteurs. Bon, parfois, ça fait pas toujours plaisir, mais tant mieux d'ailleurs. C'est quand même un des fondements de notre pays. On peut quand même, dans ce contexte-là, continuer à croire que cet article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est... Ne croyez pas que la politique part un peu en vrille aussi ? Et je sais pas, il faut être un peu débile pour balancer sur le net des branlettes. Non, mais c'est affligeant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est surtout ce qui m'afflige, c'est que M. Griveaux a fait le choix de se retirer de la campagne, que celle qui est en charge actuellement du dossier qui était en charge, pardonnez-moi, de l'hôpital public. Nous sommes sur une pandémie mondiale où l'OMS tire l'alerte, où il y a 5 jours, il y a eu le premier mort du coronavirus, et on quitte les responsabilités
pour 28 jours avant le premier tour être candidat à la mairie. Et quand on veut être candidat à la mairie, on se prépare, on s'approprie les dossiers, on travaille sur un projet. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là où c'est passé. La violence, elle est partout, elle a toujours été partout. Elle est dans la politique, elle est dans les hommes politiques. Non, mais attendez, la violence, elle se dompte. C'est un des bas instincts de l'homme. Moi, je sais que nous sommes regardés par les spectateurs du lundi soir de ce rendez-vous, par les jeunes. Quel modèle donnons-nous si nous ne sommes pas capables de s'écouter, si nous ne sommes pas capables de nous confronter dans le respect? Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, notre territoire a besoin d'une gouvernance apaisée, a besoin de sérieux? Des fois, les élus font des erreurs, et il faut savoir les reconnaître, ou ils ne font pas tout ce qu'ils avaient dit, et il faut qu'ils sachent expliquer. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'on est dans un moment où la violence se libère? Mais moi, la violence, je la combats. Je la combats, par exemple, quand je fais le Front républicain face à l'extrême droite, qui est un parti qui n'est pas un parti comme les autres, qui a toujours eu recours à la violence physique, à l'intimidation, qui est adressée par des discours les uns contre les autres. Et donc, c'est une question de responsabilité. Vous savez, moi, mon courant, c'est la gauche. La gauche qui est socialiste. Celle où, à un moment, Jaurès a dit, mais nous allons défendre nos idéaux de justice sociale, non pas par la violence physique, la révolution, mais par la confrontation démocratique. Et c'était un choix très fort au début du XXe siècle. Et moi, je me sens héritier de cela. L'état de droit, c'est ce qui nous protège. Quand vous libérez la violence, vous finissez en loi du talion. Bon, je vais vous parler du numéro 874 avec une entrée en une municipale, les maires et leurs promesses. Voilà, alors on parle des villages au nord de Montpellier, Juvignac, Grabel, Jacou, Saint-Gély-du-Fesque. On analyse un petit peu ce qui a été dit et ce qui a été fait. Des surprises. Ensuite, un article de Georges Roch sur où sont passés les maires d'antan. Ils sont plus là. Georges Roch, qui est un géographe qui contribue beaucoup au débat scientifique. Ensuite, un article sur le dégagisme, les sondages et les faits de campagne. Manu Reynaud qui sort du bois et qui nous dit Clotilde Ollier nous fait une campagne de pieds nickelés. Ému Daison, rien ne va plus, entre guillemets, PLU, entre le maire et son adjoint à l'urbanisme. Voilà, donc... C'est pas mal, votre formule, là. Rien ne va PLU, plus. Dites-moi, Michael, est-ce qu'un candidat socialiste, aujourd'hui, peut encore espérer prendre la succession de Georges Frêche et Hélène Mandrou à la ville de Montpellier? Évidemment, à quelques conditions. Avoir un projet qui correspond aux aspirations de la ville, être sérieux, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de sérieux face aux problèmes. Et je crois que dans ce moment où beaucoup changent de camp en fonction de leurs intérêts personnels et de la géopolitique électorale, un peu de constance et de fidélité à des idées est un élément aussi qui peut rassurer. Moi, je ne me cache pas, j'ai adhéré au Parti socialiste à l'âge de 16 ans. Et par le projet que je porte, notamment autour de l'idée de gratuité des transports pour répondre aux jeunes qui marchent pour le climat, aux difficultés de pouvoir d'achat, je dis à la gauche, il faut qu'on se réinvente, mais on ne se réinventera pas par des petits calculs et des petites postures. On se réinvente en portant des idées nouvelles à la hauteur de l'époque, face aux défis de l'époque. Et Montpellier a des enjeux immenses. Et la parole d'un élu qui a eu l'honneur d'avoir l'expérience avec Georges Frêche, avec Hélène Mandrou, et qui fait des propositions dans le débat public, eh bien, je suis intimement convaincu qu'il peut incarner la nécessaire alternance écologique et sociale dans cette ville. Vous avez quand même le Parti socialiste un petit peu effacé sur votre acte. Non mais, de quoi voulons-nous débattre? Des idées ou des logos? Moi, je crois aux idées. Je ne cache pas mon logo, il est connu, puisque moi... Vous ne le mettez pas sur le tract. Mais rassurez-vous, vous verrez dans le prochain. Dans le prochain. Et si ça vous manque, je vous offrirai une rose à la glorieuse, avec plaisir.
Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Cette Non, famille pas de politique, débat. cette famille politique a été très fatiguée par des comportements en son sein qui ont désespéré les électeurs. Moi, je suis là parce que je crois aux idées de gauche, une gauche qui est capable de s'ouvrir aux autres. Et donc, c'est par les idées que je renouvelle. Et c'est pas par les petites stratégies d'appareil qui n'intéressent en général que les journalistes, et encore, et qui désespèrent les électeurs, parce qu'il faut parler des problèmes concrets des gens, l'emploi, le logement, notre réussite dans la transition écologique. Michael, donc 3 choses, 3 axes dans votre campagne, si j'ai bien compris. Transport gratuit, avenue de la Liberté boisée et rééquilibrage de la ville. Presque cela. La gratuité des transports, c'est mon premier engagement, parce que on ne peut plus faire comme avant. Bien sûr qu'il faut donner une place accrue au vélo. Cycliste que je suis prêt à le penser. Il faut libérer les bus des embouteillages par des voies réservées pour les bus pour qu'ils aillent plus vite. Il faut évidemment faire la 5e ligne de tramway et sortir de cette situation ridicule de la non-connexion avec la ligne 1 du tramway à la Mogère. Mais il faut oser, et c'est l'idée de la gratuité des transports, concilier l'ambition environnementale, la lutte contre le climat, et agir pour le pouvoir d'achat. Ça va pas coûter trop cher tout ça parce que... Mais monsieur Cuche, vous avez raison, 24 millions d'euros du budget de la métropole, puisqu'il faudra, cette mesure ne s'appliquera qu'à ceux qui sont contribuables, c'est-à-dire ceux qui posséderont le pass métropole. 24 millions, c'est 5% des dépenses de fonctionnement du budget de la métropole. Si demain un maire ne peut pas bouger 5% de son budget, enfin il faut qu'il fasse autre chose. Il y a une phrase de Pierre Mendès France à l'entrée de Montpellier qui dit « Gouverner, c'est choisir ». Et puis, est-ce qu'aujourd'hui c'est bien géré, la métropole ? Parce qu'il paraît qu'il y a entre 20 et 30% des gens déjà qui ne payent pas les transports en commun. Ben, écoutez, si vous n'aurez pas votre passe métropole, eh bien vous devrez payer un titre de transport. C'est-à-dire si vous n'habitez pas la métropole, vous paierez. Et donc il faudra avoir le pass métropole pour bénéficier de la gratuité des transports. Mais revenons au budget de la métropole. Il faut qu'il y ait gratuité à Montpellier, parce qu'on a fait un article la semaine dernière, gratuité à Montpellier, mais pas à Toulouse. Mais moi, je le dis tout. Vous en dites quoi, ça ? Moi, ce que je constate, c'est que le débat sur la gratuité des transports, il est partout dans ces municipales. Je vois par exemple que Anne Hidalgo propose la gratuité pour les moins de 18 ans. Je vois que Johanna Roland, maire de Nantes, propose la gratuité le week-end. Je vois que Pierrick Gourdon, candidat à Saint-Étienne, propose la gratuité des transports pour les Stéphanois. Je vois que le candidat de la République En Marche à Béziers propose la gratuité des transports. Chacun, en fonction de la situation de son territoire, fait ce choix. Moi, je l'ai fait parce que j'ai vu 10 000 jeunes marcher pour le climat, que je vois l'exigence environnementale, et parce que je connais ma ville, et je vois des gens qui me racontent qu'ils doivent payer 3 fois un abonnement pour leurs enfants, et pour qui c'est dur. Parce que je vois des gens qui ont plusieurs employeurs, et pour qui le coût du transport est dur. Parce que moi, je considère que notre fiscalité à Montpellier est l'une des plus élevées de France, mais sans doute l'une des moins redistributives. Vous me demandiez où aller financer la gratuité des transports. Nous payons le MOCO 8,5 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, autant que le musée Fabre, 200 ans d'histoire. Nous dépensons 10 millions d'euros pour exporter nos déchets. On a fermé le casier de Castries sans la moindre solution. Nous avons des dépenses de communication, il en faut, pour pouvoir s'adresser aux administrés, mais dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont disproportionnées. Près de 12,5 millions d'euros. Et puis, il faut peut-être que nous pensions à faire évoluer le service public municipal pour qu'il soit plus efficace. Peut-être qu'il faut que nous travaillions en bonne intelligence avec la région et le département pour éviter une guerre qui est coûteuse. Peut-être qu'en tant que responsable de l'opposition, je ne peux que déplorer 5 comptes administratifs successifs. Subvention de l'Europe, 0. Subvention de la région, 0. Subvention du département, 0. Et pourquoi ? Parce qu'aucun dossier ne fut déposé. Exemple, sur le dossier Grand Site Occitanie-Toulouse a obtenu 1 million d'euros. Montpellier, 0. L'élu aux finances du département, qui n'a pas touché au taux d'imposition, qui a désendetté cette collectivité, qui maintient le périmètre d'investissement et de solidarité, je vois bien que c'est un choix qui est finançable.
Et au niveau de la fiscalité, là, qu'est-ce que vous proposez pour financer tous ces projets? Mais moi, je vous l'ai dit très clairement, il y a une stabilité de la fiscalité des ménages. Elle est l'une des plus élevées de France. Donc, la question, donc c'est 0% d'augmentation de la taxe en 6 ans. d'habitation et de la taxe foncière. Parce que nous avons l'une des fiscalités les plus élevées. Et que chaque euro dépensé doit être un euro utile. Et en m'engageant à faire la gratuité des transports, c'est une promesse qui est très forte. Et donc je la tiendrai et ça m'oblige, ou plutôt je ferai des choix. Mais ça m'oblige, parce que c'est ce choix que je propose aux Montpelliérains. Mais ils peuvent continuer à voter pour quelqu'un qui est prêt à gaspiller 10 millions d'euros parce qu'il ne sait pas traiter les déchets. Quelqu'un qui met 8,5 millions d'euros sur le MOCO. Je suis très favorable à la culture, naturellement. Mais parfois, il faut savoir raison garder. Je serais un maire extrêmement sobre sur la communication. Il vaut mieux faire confiance aux journalistes pour juger votre action que multiplier les grandes campagnes d'affiches qui coûtent cher. Alors vous me direz, c'est pas tout, mais c'est cet ensemble. L'absentéisme qui existe à la mairie et qui s'est considérablement développé à la métropole est extrêmement coûteux pour le contribuable. Et là, on voit bien que le management qui s'applique actuellement à la mairie et à la métropole est d'un autre âge et qu'on a besoin de trouver des solutions pour revenir à un chiffre qui est un chiffre normal d'absentéisme, c'est-à-dire les grippes, les heureux événements, les congés maladie, les épreuves personnelles quand on est confronté à une maladie grave. Mais aujourd'hui, par la gestion qui s'applique depuis 6 ans, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'agents en burn-out, en situation de difficulté, et ce non-management nous coûte extrêmement cher. Les écologistes n'ont pas voulu faire alliance avec vous, alors que vous avez collaboré avec eux pendant de nombreuses années. Considérez-vous que c'est un péché d'orgueil un petit peu des Verts? Écoutez, moi, surtout, je vais vous le dire tel que je le pense, ma conviction, elle est écologique. Je veux être un maire écologique. Je veux inscrire la transition écologique dans tous les leviers des politiques publiques. Pas de greenwashing. Vous avez tout à l'heure fait référence à l'âge de mes enfants, 6 et 11 ans. Cet été, au mois de juin, 46,5 degrés sur la place de la Comédie. Tout le monde voit bien qu'on va à Carnon, la plage recule. Tout le monde voit bien que le défi du siècle, c'est celui-là. Et ça nécessite un engagement résolu. Moi, mes convictions, elles sont très fortes sur ce sujet-là. Je les ai renforcées comme tout le monde, parce que la prise de conscience va en s'accélérant et c'est heureux. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont un engagement dans les partis politiques, qui se réclament de l'écologie, parce qu'il y a beaucoup de militants sincères. J'ai par contre été consterné par ce spectacle de division et je ne désespère pas encore chercher une solution de rassemblement pour pouvoir porter une alternative écologique et sociale à la gouvernance actuelle du maire de Montpellier. Est-ce qu'on peut dissocier Georges Frêche, l'homme et le gestionnaire, selon vous? Si oui, duquel vous revendiquez-vous? Georges Frêche, ça a été un maire absolument incroyable pour Montpellier. Votre journal l'a souvent combattu, je l'ai personnellement souvent, quasiment toujours soutenu. Vous avez fait référence à mon adolescence, j'ai eu la chance de partager avec lui des moments du maire bâtisseur, de voir se construire Antigone, d'entendre ses récits sur comment la ville devait se développer, le voir défendre la connexion de la Paillade à la ligne 1, le périurbain, la ligne 2. Vous parliez de cette belle commune de Jacou, très bien gérée. On n'a pas augmenté les impôts depuis plus d'une décennie. Je l'ai entendu et c'est ce Georges Frêche-là qui a incarné un moment de l'histoire de Montpellier qui m'inspire souvent. Parce que vous savez ce qu'il a fait de Montpellier? Une ville vers laquelle les regards se tournaient. Et aujourd'hui, à Montpellier, on regarde beaucoup ailleurs. Ce qui se fait à Nantes, ce qui se fait à Bordeaux, sur le centre historique, ce qui se fait à Lille, sur le moratoire des loyers. Ma question, c'est peut-on dissocier l'homme du gestionnaire? On est un bon responsable politique si on est un bon gestionnaire. Et Georges Frêche était assurément aussi un bon gestionnaire. Et donc, il ne peut pas y avoir de crédibilité dans les projets qu'on énonce si on n'est pas aussi un bon gestionnaire.
la maîtrise de la dette pour ne pas dépenser des dépenses de fonctionnement en taux d'intérêt, une transparence sur les comptes pour garantir le rôle de contre-pouvoir de la presse et de l'opposition, que chaque euro dépensé est un euro utile pour le développement économique, pour maîtriser les dépenses d'énergie, pour être le plus efficace en matière de solidarité. Plutôt l'homme ou le gestionnaire? Je vous dis que c'est les deux. Un responsable politique, il doit être à la fois porter des projets et une vision, et incontestablement Georges Frêche a porté une très grande ambition pour Montpellier, mais pour y arriver, il faut aussi être un bon gestionnaire. Et alors pardonnez-moi, l'élu aux finances que je suis est très attaché à ce que la gestion soit de grande qualité. Il s'agit de l'argent du contribuable, pour lequel on doit être extrêmement respectueux. Et quand il y a un manquement, compte sur les uns et les autres pour nous le rappeler. Et Hélène Mandroux, là, il se dit qu'elle serait dernière sur votre liste. Hélène Mandroux est une amie. Elle a été maire de 2000, enfin avec moi de 2008 à 2014. Elle m'a fait beaucoup confiance. Elle a fait de moi son élu à la culture, les actes, l'Agora des Savoirs, le sauvetage du Rockstore et tant d'autres choses. Elle m'a nommé à l'urbanisme et on a pu imaginer travailler sur Montpellier 2040, qui est là jeté à la poubelle et qui inspire beaucoup des projets que je défends, parce que quand il y a de l'intelligence, il faut savoir s'en appuyer. Et c'est un maire qui a aussi beaucoup apaisé la ville. Et aujourd'hui, elle est de conseil. Elle me dit avoir cette responsabilité d'être maire. Attention, comment on peut s'exprimer à telle posture sur tel sujet. Et pour moi, c'est très précieux et je sais que quelle que soit la place que nous occupons politiquement, elle est toujours près de moi et c'est un honneur. Diriez-vous qu'Hélène Mandroux, c'est le visage humain du socialisme montpelliérain? Hélène Mandroux, ça a été un beau visage de Montpellier. Femme médecin à la paillade. Quand je vais tracter à la paillade, les gens me parlent d'Hélène Mandroux. On se souvient quand je vais à la marche des fiertés qui symbolise l'engagement de l'égalité et qu'Hélène arrive et qu'on est ensemble, tout le monde se tourne vers elle et lui témoigne gratitude et remerciements. Quand nous partageons un petit bout de ce grand moment de fraternité qui est l'Antigone des associations, beaucoup de gens disent « Mais Madame, merci d'avoir pris soin de nous. On pouvait toujours trouver des salles, on pouvait toujours trouver des lieux pour porter nos projets. » Est-ce que ça a été le seul visage humain? En tout cas, c'est une femme pleine d'humanité pour laquelle j'ai beaucoup de respect, mais aussi d'affection. Le dégagisme à Montpellier, n'est-ce pas seulement pour en finir avec l'héritage socialiste? Mais qu'est-ce que c'est que ce mot du dégagisme? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Vous avez vu, en 2017, ce mot a été beaucoup pratiqué au niveau national. On nous a promis un nouveau monde. Et je constate que par certains aspects, ce nouveau monde a les pires défauts de l'ancien monde. Moi, je ne sais pas si... C'est un mot qui est quand même utilisé. Oui, mais le dégagisme, il fut utilisé par les forces de l'extrême droite dans les années 30. Professeur d'histoire que je suis, enseigne à partir de tracts qui étaient utilisés par l'Action française et les partis, le parti nazi, qui disaient cela. À quoi jouons-nous? Ayons de la pondération dans les mots. On ne va pas dégager. Parce que celui qui veut dégager quelqu'un, il sera dégagé par quelqu'un d'autre. Par contre, dans la démocratie, il y a des moments où le peuple souverain et la souveraineté des Montpelliérains engagent dans des choix et dit quelle ville voulons-nous être, quel projet voulons-nous être. Si les Montpelliérains ne sont pas favorables à la gratuité, ils ont leur embarras du choix, les autres candidats sont contre. S'ils souhaitent qu'on enfouit la vue de la liberté et qu'on dompte cette fracture dans la ville, je les invite à me soutenir. S'ils souhaitent que l'argent public n'aille pas dans l'extension de la ville, mais dans les quartiers, je les invite à me soutenir. Je ne suis pas là pour dégager personne, je suis là pour essayer de porter un nouveau souffle pour la ville, pour que notre ville elle ait de l'ambition pour ceux qui y vivent, les hommes, les femmes, les aînés qui sont seuls, les enfants. Ces mots-là plaisent sans doute aux journalistes, mais surtout à des leaders politiques aux petits pieds, qui ne connaissent pas le sens des mots et du poids qu'ils ont pu avoir dans l'histoire. Le langage politique, c'est aussi une responsabilité. Alors évidemment, on préfère des mots simples, mais parfois il ne faut pas avoir peur d'utiliser
des mots un petit peu plus compliqués et ne pas avoir peur de s'intéresser à l'intelligence des gens. Pourquoi, selon vous, beaucoup de militants ont-ils abandonné le PS? Mais parce qu'il y a plein de raisons de désespérer. Parce que quand vous voyez le comportement de certains... Mais moi, il y a des moments, j'étais furieux. Vous croyez quand on a proposé la déchéance de nationalité, moi qui crois viscéralement à la force de l'égalité des droits, j'étais un homme heureux. Vous croyez que quand la loi travail, la gauche, quand elle est là, elle amène du progrès social. Et que sur beaucoup d'aspects de ce texte, quand ce personnage qui était Manuel Valls, qui maintenant est allé vers d'autres cieux avec très peu de cohérence, a bafoué les droits du Parlement, on peut s'y retrouver. Donc moi, je comprends qu'il y ait eu des gens qui aient quitté l'engagement. Mais ce qui me rassure aujourd'hui, Monsieur Cuche, c'est que moi, je mène une campagne sur les idées en fidélité aux valeurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de gauche qui se disent « mais ça vaut le coup de retrousser les manches, d'aller défendre ces idées ». Et il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui se disent « mais la gauche est une idée qui ne doit pas mourir ». Ceux qui veulent faire disparaître ce grand courant d'idées se trompent. Et à Montpellier, elle peut apporter des réponses. À Montpellier, c'est compliqué, parce qu'il y a au moins 7 listes qui se réclament de la gauche. Ah. Vous appelez Monsieur Cuche, la vôtre, la gauche qui vous rassemble. Pourquoi cette provocation? Vous observerez que la seule liste où le mot gauche apparaît, c'est celle que j'ai l'honneur de conduire. La gauche qui nous rassemble. Qui vous rassemble? Qui nous rassemble. Qui nous rassemble. Qui nous rassemble. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les hommes et femmes de gauche, on va plutôt que cultiver nos divisions, nous mettre ensemble. Les amis communistes, les radicaux de gauche, des grandes personnalités de la société civile comme le professeur Sultan et d'autres que j'aurai l'occasion. Cette liste. Mais je serai le premier à la déplorer, la division. Certains la cultivent pour des raisons qui leur appartiennent. Votre ami Benoît Hamon, la candidat au PS en 2017, soutient la liste ELV de Coralie Mention. Il fait... C'est la fin du PS. Mais il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour commenter la fin ou ressusciter le PS. Je suis là pour porter un projet pour Montpellier. Je suis là pour porter un projet pour cette ville. Je l'ai fait avec constance, en étant une force de proposition, en siégeant dans les rangs de l'opposition. Je le fais aujourd'hui dans une campagne électorale, c'est-à-dire le moment du débat démocratique. Alors moi, je veux bien que vous, journalistes satiriques, vous aimiez discuter sur le sexe des anges, proposer cette grille de lecture aux citoyens. Pour ma part, ma responsabilité, c'est projet contre projet, idée. C'est une façon élégante de parler de la façon dont vous traitez les divisions des mouvements écologistes qui sont, hélas, regrettables et des machines à désespérer les électeurs. Et vous en êtes où avec le PC au sujet de la colistière dont vous ne voulez pas? C'est-à-dire? Une histoire de foulard. Moi, j'ai une position qui est très simple, Monsieur Cuche. On est en partenariat avec les communistes, la gauche qui nous rassemble. Être candidat sur une liste, eh bien, c'est être très clair. On a une obligation de neutralité. Quand Madame Aki, avec l'écharpe tricolore, a fait un signe de croix lors d'une cérémonie officielle, j'ai fait un communiqué de presse pour le pointer. Et de la même manière, la manifestation d'appartenance religieuse ne me semble pas être compatible avec la responsabilité de candidat et demain d'élu. Je crois que la laïcité, c'est une valeur inclusive et c'est l'affaire de tous. Et que des gens aient une spiritualité, une confession. En France, la laïcité, c'est exceptionnel. C'est d'une des plus belles libertés qui soit donnée, celle de croire ou de ne pas croire, de pouvoir être musulman, chrétien, juif et de vivre en paix. Et pour réussir cette pacification de notre très belle nation, on a demandé à ce que, dans les responsabilités publiques, fonctionnaires de l'État, fonctionnaires de l'hôpital, fonctionnaires territoriaux, officiers de police avec pouvoir de police, le maire ou ses représentants, eh bien, il y ait une obligation de neutralité. Moi, que des gens qui croient fassent campagne avec moi, ils sont sans doute nombreux, ça ne me regarde pas, mais comme ceux qui ne croient pas, mais je ne pense pas que la mise en visibilité de l'appartenance religieuse soit cet enjeu-là. Et moi, Monsieur Cuche, la gauche qui nous rassemble, elle est écologique, solidaire,
laïque et pour Montpellier résolument innovante. Et la laïcité est notre chance parce qu'elle nous protège tous. Et j'en serai un maire qui sera le garant de la laïcité. Donc, en 2 mots, là, parce qu'on arrive au bout, là, comment jugez-vous le bilan du maire actuel? Vous voulez parler du candidat permanent? Enfin, du non-candidat pour l'instant, mais non, qui risque de se déclarer. Je crois que pendant 6 ans, il a été candidat. La question, c'est quand a-t-il été maire? Parce que je regarde les choses. La ligne 5, 10 ans de retard, 70 millions d'euros de surcoût. Nous avons été la risée entière de la France sur la non-connexion de la gare LGV. Tous ces gens qui arrivaient en Ouigo, qui se retrouvent là, lâchés, sur lesquels on a eu des reportages nationaux. Dans les écoles, des problèmes de mixité scolaire qui se perdent et qui ne sont pas réglés. Une grève dans les cantines où on dit c'est pas moi, c'est les autres. Une conflictualité permanente. Moi, j'entends être un maire qui porte des projets, être un maire qui noue le dialogue et qui apaise les relations pour régler les problèmes. Et durant ces 6 ans de mandat, évidemment, tout n'est pas négatif, mais ça a manqué de sérieux, ça a manqué d'ambition, et surtout d'avoir fracturé l'intercommunalité pour fonder un groupe, La République En Marche, et d'avoir exclu des maires alors que nous avions un espace où on construisait ensemble l'intérêt général. Mais sérieusement, eh bien moi, et même la façon dont aujourd'hui, je peux entendre les soucis de santé, et je souhaite un très bon rétablissement, je peux entendre cela. Mais quand on se prépare à se présenter devant les électeurs, on crée et on travaille pour savoir quel projet on leur propose. C'est le respect que l'on doit. Ok. Donc, dans la présentation, là, on a dit que vous étiez élu aux finances. Donc, le département ne veut pas mettre la main à la poche pour la déviation à l'ouest de Montpellier. Mais bien sûr, parce que pour une raison qui est très simple, Monsieur Cuche, qui doit payer le contournement ouest de Montpellier? C'est l'État. On ne va pas se substituer à l'État. Et si demain je deviens le maire de Montpellier... Vous voulez pas mettre un petit billet? Mais monsieur, l'argent public, ça ne se gère pas comme ça. Non, je plaisante. Je vois bien, mais je vous réponds de la même manière que je répondrai à quelqu'un qui ne plaisante pas. Le contournement ouest, c'est la responsabilité de l'État. C'est un budget qui s'élève à combien? Qui est près de 230 millions d'euros. C'est pas une paille. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le maire actuel, à force de faire la guerre aux députés, aux collectivités locales, aux élus locaux, eh bien, par exemple, ce dossier, au lieu de réunir l'ensemble des parlementaires, réunir l'ensemble des collectivités et de dire à la ministre des Transports, écoutez, vous avez financé pour Rennes cette infrastructure, pour Bordeaux cette infrastructure, Montpellier, il n'y a pas eu d'inscription au financement. Il est temps, il est temps. Et je suis convaincu que quand tout le monde se met ensemble, eh bien on peut faire valoir que cette situation catastrophique pour l'ouest de la ville, qui contribue d'ailleurs au trafic de transit, qui accroît les problèmes de pollution dans la ville, et je pense là aux riverains de la rue Saint-Louis, eh bien que cette infrastructure, elle est nécessaire. Et donc, pour mettre les gens devant leurs responsabilités, il faut que le maire mobilise tout le monde, les parlementaires, les collectivités locales, pour dire, il y a un moment, Montpellier doit être traité à égalité. Ou peut-être suggérer que le ministère des Transports s'implante à Montpellier s'ils ne comprennent pas la situation. Je le dis aussi, parce qu'au niveau national, il ne faut pas que Montpellier regarde les trains passer. Parce qu'on peut dire que la France a des difficultés budgétaires, ça n'est pas faux. Mais enfin quand même, il y a des territoires qui sont bien lotis, et il y en a qui sont oubliés. Et moi j'entends être un maire qui fait valoir les droits d'une grande métropole, qui est celle de Montpellier, et qui a besoin de ce type d'infrastructure, tout comme nous avons besoin de la connexion LGV Perpignan-Montpellier. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les Espagnols l'ont fait, l'Europe du Nord l'a fait, et nous, les habitants de la façade méditerranéenne, l'ancien Languedoc? Non. Est-ce que vous vous présentez pour être maire et président? Oui. Ou êtes-vous prêt à partager? On ne va pas faire des accords de tambouille. Il faut une cohérence. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer la gouvernance de la métropole. Et il faut qu'aujourd'hui, les communes soient respectées. Parce que ce qui s'est produit, où l'actuel président de la métropole a dit « Vous adhérez à En Marche ou je vous retire vos vice-présidences », a été une des fautes majeures de ce mandat. Adhérez à En Marche ou vous n'êtes plus vice-président. C'est-à-dire que le maire de Latte
qui était responsable des inondations, qui est la commune la plus concernée par le risque d'inondation, il a été débarqué, Cyril Meunier, qui était en plus un très fin connaisseur du dossier. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu aller En Marche. Ça n'est pas sérieux. Et donc, pour ma part, je souhaite qu'on restitue du pouvoir aux maires. Et il y aura un vice-président délégué aux relations communes. Et on va travailler parce qu'on a besoin que les maires puissent répondre à leurs concitoyens. Parce que quand on met un mois à traiter un problème, ah ben ça crée de la désespérance, du désenchantement démocratique et de la colère. Et c'est pas au niveau de la métropole de Montpellier. La métropole, c'est pour une action publique plus efficace. Si vous êtes maire, est-ce que vous abandonnez votre poste au département? Je m'exprimerai dans les jours qui viennent là-dessus et en cohérence avec mes convictions contre le cumul des mandats. Donc vous abandonnerez votre poste au Je département? m'exprimerai, je ne fais pas de scoop à la glorieuse, je vous donne une réponse. Et je peux vous dire, j'ai un très bon suppléant, François Lano, qui a travaillé pour la police, qui connaît parfaitement le quartier, puisque c'est le président du club des Arceaux, et qui assumera pleinement la mission de conseiller départemental avec Gabrielle Henry, vice-présidente en charge du handicap, et qui est en binôme avec vous. Virginie Rosière, là, qui a été adepte un petit peu du tourisme municipal au niveau des listes, est-ce qu'elle n'aurait pas dû aller sur votre liste? Moi, je vais vous dire une chose, je suis en train de travailler sur la liste. Il y a beaucoup de gens qui changent de camp en fonction de leur intérêt. Je vous l'ai dit, moi, j'ai été appelé par M. Macron à l'époque pour être candidat avec lui. Je lui dis, je ne crois pas du tout à cette aventure. Je préfère perdre une élection que sacrifier mes convictions. Et les gens qui seront à mes côtés sont des gens qui ont une forme de cohérence dans leur engagement. Parce que cette trajectoire-là, elle est aussi révélatrice du désintéressement qui doit présider à l'action publique en tout lieu et en toutes circonstances. Une petite dernière? Le chapeau magique. Alors je précise aux spectateurs de La Glorieuse que quel que soit celui que je pioche, en général, c'est la même question. Non, vous ne savez pas. Je préjuge, moi. Vous avez une alliance quasiment signée avec les Verts, je dirais nos partenaires d'Europe Écologie Les Verts. Entre écolos, c'est normal, cela ne suffit pas. Avec qui s'allier pour gagner? Eh bien moi, je vais vous dire tout simplement ce qui va se passer. C'est que ceux qui vont décider de cette réponse, ce sont les Montpelliérains. Et je leur demande d'aller regarder mon site internet, de venir dans ma permanence, de venir aux réunions publiques qu'on va organiser hors des lieux municipaux, puisqu'il est interdit de faire des réunions publiques dans des lieux municipaux. Petit problème sur la démocratie. Et je ne doute pas que le projet que nous portons, eh bien, il sera en tête au premier tour. Et le soir du premier tour, nous nous tournerons. Là, vous êtes à peu près à 11 dans les sondages. Non, mais vous êtes Madame Soleil. Et vous croyez que les sondages, mais si c'est les sondages qui font les élections, on supprime les élections. Moi, je crois à la démocratie, au débat d'idées. Grâce à vous, on peut exposer ces idées. Merci. Il y aura prochainement des grands débats. Pas merci à la démocratie. La démocratie, c'est l'une des valeurs les plus précieuses que nous avons. Elle est espérée, bien sûr. Elle est espérée dans le monde et elle est fragile et aujourd'hui, elle est abîmée par des comportements irresponsables. S'engager en démocratie, c'est une responsabilité. Et moi, je serai en tête au premier tour. Parce que la qualité du projet, la capacité d'écoute, de rencontre, la sincérité, l'expérience que j'ai eu la chance d'avoir, la culture, l'urbanisme, les finances, font qu'aujourd'hui, quand les Montpelliérains et les Montpelliéraines me regardent, ils peuvent se dire, ce responsable politique-là, il peut sans doute se regarder dans une glace, mais on peut aussi lui faire confiance pour donner un nouveau souffle à la ville. Donc la question des alliances, je ne vais pas vous faire ce plaisir, elle se traitera au soir du premier tour et vous devriez demander aux autres comment ils envisagent de travailler avec moi. Moi, quoi qu'il se passe, je travaillerai avec tout le monde en tant que maire. Car dans cette ville, on a le droit d'avoir des convictions, mais surtout on a besoin de toutes les bonnes volontés pour faire réussir Montpellier. Donc on peut s'allier avec tout le monde? Ah non, je n'irai jamais avec l'extrême droite. Non, par l'extrême droite. Excusez-moi, mais tout le monde, c'est pas pareil. Nos alliances, elles sont d'abord avec les hommes et femmes de gauche, notre sensibilité. Mais moi, si demain, il y a des gens qui sont dans l'opposition, je veillerai aussi à les associer et à prendre en compte leur point de vue. Parce que la démocratie est plus forte quand on est capable de respecter. J'étais très frappé, permettez-moi de vous raconter cette anecdote, parce qu'a fait René Revol, le maire de Gravel, qui n'est pas de la même sensibilité que moi, il est un des dirigeants de la France Insoumise.
et il a donné, lors de ses vœux, la parole à la responsable de l'opposition. Eh bien, ça s'appelle un moment de fraternité républicaine. Et aujourd'hui, à Montpellier, plutôt que des tweets outranciers, plutôt que des petites phrases polémiques, nous avons besoin de fraternité républicaine, de la capacité, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, à nous parler, parce que nous vivons la même ville, que nous aimons tous avec passion et que nous voulons servir pour le meilleur. Très bien, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Cuche, merci à La Glorieuse de donner ce temps et au plaisir, mercredi peut-être. Mercredi ou tous les mercredis. Tous les mercredis.